Je viens de terminer Les Testaments de Margaret Atwood. J'avais beaucoup aimé La Servante écarlate et cette suite m'a laissé froid. Pire, elle m'a agacé. Elle donne l'impression d'une écriture opportuniste, sans inspiration, qui essaye de cocher toutes les cases du genre. Allez, on en cause en détail. Les Testaments de Margaret Atwood, c'est la suite de La Servante écarlate, une suite écrite 34 ans après le premier opus. Et ça a son importance. Je ne suis pas certain que Margaret Atwood ait souhaité de tout son cœur écrire cette suite. On peut d'ailleurs lire un petit peu partout que c'est sous la pression des fans qu'elle s'est exécutée. Alors, il y a sans doute un peu aussi quand même, il faut pas le négliger, l'évolution de notre civilisation et la remise en question de certains droits des femmes, y compris dans des pays dits civilisés, et d'autant plus depuis la sortie du livre en 2019. Cette suite a donc sa place, il n'y a aucun souci, mais elle aurait mérité autant d'inspiration que son prédécesseur. À la place, on a le droit qu'à une ressucée de mauvais acabit, un petit peu comme Vox de Christina Dalcher. Alors que racontent les testaments de Margaret Atwood ? Eh bien l'histoire se déroule 15 ans après l'époque du premier roman, La Servante écarlate, et on va y suivre 3 personnages féminins, 2 jeunes filles et une femme d'âge mûr. On va les suivre dans leurs intrigues respectives qui vont bien sûr se rejoindre au cours du roman. Lydia, la femme d'âge mûr, est juge et elle a participé pas vraiment de plein gré à la construction du régime de Gilead, un régime totalitaire basé sur la pureté des mœurs en réaction au monde jugé décadent. Ce régime s'est constitué dans une période trouble et on comprend qu'une secte puritaine a pris le contrôle d'une partie des États-Unis pour créer cette république Gilead. Agnès, de son côté, c'est une jeune fille qui grandit à l'intérieur de Gilead et qui va être promise dans peu de temps au mariage. Alors le choix de son futur époux est extrêmement réduit, on peut s'en douter, et il n'est évidemment pas question dans ce mariage d'amour, juste d'obéissance et de bon parti. Quant à Daisy, eh bien, elle grandit à Toronto, au Canada, avec ses parents adoptifs, comme une jeune fille à l'adolescence normale, donc bouleversée. L'alternance des 3 points de vue va nous permettre de découvrir les coulisses du régime de Gilead et de suivre ces 2 jeunes filles, l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, croisant ainsi les regards, et ce qui nous permet d'entrevoir cette espèce de folie dystopique. Alors un mot rapide sur ce qui m'a plu, c'est retrouver cette ambiance de secret, d'intrigue, de mauvais coups sous l'apparence d'un régime très cadré dont rien ne dépasse en surface. C'est dans la première partie du roman qu'on en apprend un peu plus sur le régime et ses rouages. Je trouve que cette partie fonctionne bien. On se plonge de nouveau dans ce qui faisait le sel de La Servante écarlate, la hiérarchie en place, le fonctionnement des différentes castes, les rumeurs, tout ça a contribué à créer cette ambiance froide et dérangeante. Mais ça ne dure pas. Non, ça ne dure pas parce qu'on est dans un roman radicalement différent de La Servante écarlate. Ici, le rythme est aux antipodes. On est dans un véritable page-turner qui crée l'envie d'avancer, alors que le premier opus était très posé, il dévoilait lentement sa proposition en habituant petit à petit le lecteur à la situation. On était vraiment enfermé avec la narratrice, une seule narratrice à l'époque, la servante June, dans cette prison physique et mentale. Ici, avec les 3 narratrices, on se retrouve très extérieur, spectateur au régime. Le changement fréquent de point de vue empêche l'immersion, on ressent pas vraiment l'angoisse. Pour caricaturer un petit peu, on passe d'un film comme Les Autres d'Alejandro Amenábar avec Nicole Kidman à un James Bond. Voilà, dommage. Deuxième gros point compliqué, alors que dans le premier opus, Margaret Atwood se refusait à expliquer en détail le fonctionnement de Galahad, qui est devenu donc Gilead dans ce second roman, ça en faisait justement sa force, son étrangeté, son réalisme glaçant. Eh bien, les testaments cherchent au contraire à lever le voile et à tout expliquer. Or, cette tentative d'explication, elle est maladroite, je trouve, elle est peu crédible. La chronologie de la dictature me semble difficilement tenir debout. Le recrutement des tantes fondatrices semble complètement artificiel, mais pourquoi choisir des femmes contraintes plutôt que des militantes déjà radicalisées ? Et il y a un paquet de choix narratifs tout au long du roman qui brisent un peu la suspension d'incrédulité.
tout paraît étonnamment facile pour les protagonistes, un petit peu comme si le récit devait avancer coûte que coûte. Les personnages, quant à eux, ils ne rattrapent pas vraiment le coup, hein. Que ce soit les 3 narratrices, comme les personnages secondaires, on est dans de la bonne vieille caricature. Il faut pas chercher la profondeur. Les révélations, elles sont attendues. Je n'ai pas été surpris une seule fois. Les péripéties, elles sont assez convenues aussi. Régulièrement, elles sont vraiment invraisemblables. C'est pas mal ça, vraiment invraisemblable. Mais ça donne une bonne idée. Donc voilà, il faut surtout pas trop réfléchir en lisant ce livre, surtout la dernière partie. D'ailleurs, la fin me semble un peu rushée, comme l'était celle de La Servante écarlate. Je n'ai pas non plus retrouvé le style de Margaret Atwood, qui s'est conformé à ce qu'on attend aujourd'hui de ce type de roman. Il faut que ça avance, que tout soit exprimé clairement, dans un langage assez simple. Cette course à travers les pages contribue à beaucoup moins faire ressentir la terreur, la soumission qui faisait l'originalité et la force du premier roman. Donc voilà, grosse déception pour moi, gros gâchis pour cette histoire qui aurait mérité bien mieux. J'en suis ressorti avec le sentiment d'un roman efficace, mais creux, qui trahit l'esprit du texte originel. Je vous conseille de rester sur la bonne impression, si on peut dire, de La Servante écarlate. Pas la peine de vous aventurer sur le chemin bancal de cette suite. Bonne lecture, et faites quand même gaffe au commandant Jude.